Les voix des livres. Les voix des livres. Les voix des livres. Suara-suara buku. Je continue mes pérégrinations culturelles après Ouest-Hurlan, le festival, après l'autre festival, les Utopiales. Je continue mes errances à Paris en vous faisant partager l'intégralité de ma soirée dédicace. Enfin, c'est pas moi qui dédicace, mais je suis allé à la dédicace du livre La Xénographie, paru aux éditions ActuSF. Juste pour le dire, je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit, c'est vraiment pour le kiff. Donc, je suis venu non pas que pour la dédicace, mais aussi pour la projection du film Alien sur un bien bel écran du côté de Montparnasse, rue de Rennes, au cinéma Harlequin. J'ai pu rencontrer l'excellent Gabi, qui officiait à la table livre pour les éditions ActuSF, et quelques auteurs qui ont participé, il n'y en a pas eu moins de 33, à cette monographie sur la créature la plus célèbre du cinéma. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Vous aurez le droit, dans ce podcast, avec l'aimable permission de Gabi, à la rediffusion de la papote des deux principaux auteurs, Simon Rio, qui est journaliste cinéma et scénariste, mais que vous avez vu peut-être jouer un prof dans le film Le Tocard de la fac en 2010. Quoi ? Ah, fallait pas que je le dise ? Ah ok, j'y peux rien, moi, c'est sur internet. Mais il est principalement journaliste pour écran large et il a collaboré au Cercle de Canal+. L'autre auteur, pas le moins connu, Nicolas Martin, journaliste, animateur et producteur de radio et de télévision, et auteur de plusieurs nouvelles, notamment dans les anthologies des Utopiales et de quelques essais. Donc Nicolas Martin et Simon Rion ont animé cette soirée. Eh bien, c'est parti, on commence par un petit pot-pourri. Non, on dit pas pot-pourri, parce que c'est pas joli. On dit non, pas un best-of, parce que c'est du russe. On va dire je sais pas, allez hop, c'est parti. Plusieurs musiques d'introduction des 4 films Alien. Et on attaque juste derrière par un entretien avec plusieurs auteurs. Bien sûr, vous retrouverez leurs noms et plein de petites choses dans la description. Allez à la description. Enfin non, vous écoutez le podcast et après vous irez dans la description. Bon, j'ai trop parlé. Allez, c'est parti. On sait jamais. Ouais. Si vous avez des trucs à dire. Vas-y, moi jamais. Toi jamais, toi. on a Monsieur Arel Kirou. Arel Kirou. Ouais. Jean-Bart. J'en suis à 2/3 de votre œuvre. Ah, Oui. Ah, quand même. ah l'intégrale. Le tiers de l'intégrale. Ah, ça m'étonnait aussi. Ah, les TM, mais quand même, c'est bien. Ah bah, merci beaucoup. Et dans l'ordre, bonheur d'abord et vie après ? Oui. Non, il n'y a pas d'ordre, mais justement, d'ordre de sortie, il y a beaucoup de gens qui sont perturbés par le fait qu'il y a un ordre de sortie. J'arrête pas de dire, il n'y a pas d'ordre. Non, justement, non. Parce que c'est pas du tout, c'est une thématique, mais c'est pas une union de thématiques, mais c'est pas les mêmes univers, sont pas les mêmes personnages. Il y en a un qui est beaucoup plus loin, vie est beaucoup plus loin dans le futur que bonheur TM, oui. Ça c'est vrai, mais mort, je dis rien du coup pour pas spolier, mais c'est encore une autre temporalité. Voilà. Mais oui, effectivement, ça se suit pas, et sauf si on veut aller dans une flèche du temps. Alors oui, il faut partir de bonheur vers vie, puisque bonheur est plus proche de nous. Donc si on veut vraiment suivre, à la limite, aller de plus en plus loin, voilà. Mais bon, c'est pas du tout. Voilà, mais c'est pas. Après, on fait ce qu'on veut. Oui, non, on fait ce qu'on veut. Voilà. Alors, ce Kirou. C'est Alien. J'ai 3. Moi je suis auteur. Moi j'ai des auteurs. Ah bah, il est graphiste. Illustrateur. Alors, illustrateur. Présente-toi, qu'est-ce que tu as fait de beau ? Réel, et c'est moi qui ai eu l'idée du bouquin et qui ai fait tous les dessins dedans. Oh Voilà. là là. Donc merci.
Donc merci pour l'idée du bouquin. Parce que tu as dû faire les dessins, parce que faut le dire, ils n'avaient pas les droits sur les photos. Non, c'est pas. C'était un vrai problème parce que vu que c'est une monographie, en fait, on est sur du droit de citation, donc on a le droit d'utiliser des images. Sauf que comme c'est Disney qui a la saga Alien, on s'est posé beaucoup de questions là-dessus et de toute façon, le but chez ActuSF en général, c'est quand même de faire participer des artistes contemporains et vivants. Et pas des IA. Pas Monsieur Giger qui a décidé de décéder. Donc, il y en a qui ont. Voilà, c'est une faute de savoir-vivre, ça, quand même. Voilà, c'est ça. Il y en a qui meurent. Ouais, Voilà. Quelle arrogance. Jusqu'au bout, Giger. Et non, et du coup, voilà. Et puis, comme moi, je travaille beaucoup avec ActuSF, je fais une grosse partie de leur couverture. C'est moi qui m'occupe de maqueter tous leurs bouquins. Enfin, bon, voilà. Et comme c'était mon idée à la base de faire la monographie. C'est pas souvent qu'on a le graphiste qui lance le... En fait, le truc, c'est que moi, donc j'ai mon agence, mais je travaille en parallèle avec ActuSF, donc je les suis vraiment de près. Et en gros, chaque année, chez ActuSF, il faut une monographie. Donc il y a eu Le Guin, il y a eu Lovecraft. Et là, c'était un brainstorming d'idées. Moi, je voulais qu'on sorte de l'auteur, d'un auteur unique, de parler d'un auteur et de son travail. Donc il faut qu'on trouve une saga. Donc il y a eu des idées comme Doctor Who, genre de choses, un truc un peu avec un vrai background. Oui, parce qu'il n'y a même pas d'actualité en plus. Vous sortez une monographie alors qu'il n'y a pas d'actualité. En fait, on est entre la sortie de... Enfin, je crois que le dernier gros truc, c'était Covenant. Et le prochain, c'est la série qui va arriver chez Disney. Ah, c'est un scoop, ça, je savais pas. Si, il y a une série Disney qui va sortir. Qui se passe dans quelle temporalité de Alien? Alors, je n'ai absolument pas suivi. Il faudrait demander à Simon et à Nicolas. D'accord. Okay. Ils en parlent dans la monographie? J'ai pas encore lu. Je ne crois pas, non. D'accord. Non, il parle de la version de Boom Camp pour l'Alien 3,5. Oui, 3,5. L'Arlésienne. Ouais. 2,5, même pas 3. Ouais. Mais voilà quoi. Ils ont quand même sorti, Blomkamp, ils ont sorti sur Netflix son Hawk Studio avec des images un peu tournées avec Sigourney Weaver qui montre un peu sa vision cauchemardesque d'Alien sur Terre. Ah ouais, j'ai pas sur. putain. Ouais, c'est assez. Oui, parce dark. qu'à la fin du 4, ils sont finissent. Enfin, la version de Genet, elles sont sur Terre. Et dans certains comics. Ouais. Et Ariel, qu'est-ce que tu as fait? Oui, moi j'ai fait un article qui était au début, je m'étais dit, je vais pas réussir à faire. J'avais cru comprendre, je me suis planté, qu'il fallait faire 40 000 signes. Et en fait, c'était 20 000 à 40 000. Et j'en ai fait 48 000, je crois, un truc comme ça. Ah oui, carrément. Parce qu'en fait, je me dis, non, j'y arrive pas. Mais en fait, j'y suis arrivé. En fait, c'est bizarre. Bon. Et en fait, je fais une vision marxiste d'Alien. En fait, parce qu'en fait, c'est un film de. Je suis pas marxiste, hein. Et voilà. Bon, pas vraiment à droite peut-être, mais pas vraiment marxiste non plus. Et tout simplement parce qu'en fait, le Alien a été une sorte d'immense nettoyage. En fait, par rapport à la logique du space opéra classique, soudainement, on se retrouve avec des moins que rien, des subalternes, dans une sorte de micro, de vaisseau, qui est à lui tout seul. Alors, tu n'es peut-être pas de droite, mais ça s'appelle les ouvriers. Oui, tout à fait, voilà. Exactement. Mais ça se respecte. Tout à fait. Mais non, mais il se passe quelque chose. Voilà, mais justement, c'est que t'as les deux ouvriers qui, en plus, si tu veux, il y en a un qui est Harry Stanton, qui est une sorte de blanc caricatural comme d'habitude, si tu veux, et t'as le black, si tu veux, qui est là, et en plus qui est hyper pushy contre Alien, qui est l'un de ceux qui sont par rapport. Voilà. Bleu contre. Et t'as la tête, t'as la direction en fait, avec le robot qu'on ne sait pas être un robot, qui effectivement est forcément du côté du pouvoir. Et le capitaine, si tu veux, qui... Et donc, en fait, il y a une vraie logique. Dès le départ, il parle de prime. En fait, du fait que les deux ouvriers ont la moitié de prime en moins que les autres. D'accord. Et en fait... Ça, c'est ton angle. Non, mais après, je parle des autres, etc. Mais oui. Au-delà de ça, si tu veux, sauf que l'idée intéressante, c'est que c'est la nature même de l'alien. C'est-à-dire son côté radicalement étranger, radicalement autre. Il est ni bon ni méchant, en fait. Il est radicalement autre. Quoi. Voilà, il existe. Et qui fait qu'effectivement, toute la machine sociale du vaisseau explose. En fait, c'est qu'il détruit les machines sociales humaines, et dont évidemment celle de la compagnie, la Wooland, qui effectivement, elle aussi, et le vrai méchant, c'est lui. Le vrai monstre, c'est le monstre capitaliste. Voilà, le vrai monstre, il est là. De récupérer, comme le capitaliste essaye de faire avec tout, de récupérer le monstre. Voilà, exactement. Ouais. Et donc en fait, dans la métaphore générique,
le monstre radicalement autre est juste la figure de l'autre qui nous sert de miroir et qui entre en nous, etc., en fait, comme une sorte de révélateur, alors que et il révèle que le véritable monstre est cette puissance de la machine sociale à laquelle répondent deux autres machines, la machine technologique, démiurgique, qui est celle du robot, en quelque sorte, qui va varier en fonction des différents épisodes, et évidemment, la pure machine en quelque sorte industrielle, dont les incarnations, qui se met toujours au service parce qu'elle n'a pas le choix de la machine sociale, dont les subalternes, les ouvriers, ou les soldats qui vont servir de chair à canon, ou les gars du pénitencier qui se sont mis comme des moins que rien délaissés pour compte, qui eux, effectivement, potentiellement se rebellent au sein de la machine sociale contre cette machine sociale. Et ce qui permet cette remise à niveau, ce qui permet cette explosion générique de la machine sociale, c'est effectivement en fait l'alien en tant qu'autre et étranger radical. Ouais. C'est-à-dire qu'on a besoin, dans la logique critique, d'un alien. L'alien, l'extraterrestre, en fait, ça devient un point de repère à tout le monde. Voilà, exactement. Et c'est la terreur impersonnifiée. Il peut être le bonheur personnifié. Il est juste l'autre radical. Là, il n'est pas le bonheur personnifié, on est d'accord. Mais il peut être bonheur. Enfin, on ne rentre pas dans le bonheur-malheur, mais en fait, t'as un point de référence. Et en fait, tu te rends compte que ce point de référence n'est pas le sujet vraiment du film. Toute la confrontation sociale qu'il y a à l'intérieur du vaisseau, en plus c'est en huis clos, donc c'est direct, quoi. Tu vois que le vrai problème il est là, parce que en plus t'as l'apparition des cyborgs, t'as une intelligence artificielle, en fait toutes ces strates font que l'alien, t'as fait. En fait l'alien est une valeur sûre, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a tous peur de lui. C'est le nettoyeur. Le boogeyman. C'est le nettoyeur. C'est lui. C'est le slasher de l'espace. Voilà, c'est lui qui tient le Karcher. Il a quand même ça de commun avec notre ami merde. Non. Oui, si. Halloween. Bah oui, Halloween. Mike Myers. Mike Myers. Michael, parce que Mike Myers, c'est le comique. Parce que il y a rien qui l'arrête, quoi. Exactement. Jean. Oui. Monsieur Barret. Oui. Je vous écoute. Parce qu'on devient solennel. J'ai trop vu. Pas assez. Ton angle à toi sur la monographie. Moi, c'était une approche complètement différente, beaucoup plus psychanalytique, parce que j'ai mis en scène un psychiatre du futur qui, avec la nanotechnologie, peut rentrer dans l'inconscient de ses patients. Et donc c'est tout un univers que je vais décliner en roman, etc. Cette nouvelle s'inscrit dans un grand ensemble. Et dans cet univers, chaque fois que quelqu'un a une névrose ou une psychose, l'inconscient la manifeste par une œuvre de pop culture, parce que nous sommes saturés de pop culture. Donc ce psychiatre du futur rentre dans l'inconscient des patients et doit affronter la névrose ou la psychose manifestée d'une certaine façon. Là, dans l'univers d'Alien, qu'est-ce que ça nous dit ? Je le dis pas parce que sinon ça enlève un peu l'intérêt de voilà. Mais je l'ai attrapé sous un angle. J'allais dire psychiatrique. C'est une nouvelle, c'est pas un article. Ah non, c'est une nouvelle. D'accord. Donc il y a nouvelle de science-fiction. Dans ce bouquin. Ah, il y a des nouvelles, il y a des fanfictions aussi. Voilà, il y a des articles. Catherine vient d'arriver. Catherine a fait une nouvelle. Crête Dufour a fait une nouvelle. Jean Barret a fait une nouvelle. C'est vraiment un livre total, quoi. C'est magnifique. Catherine a fait une nouvelle. J'avais promis que ça dirait, et j'ai complètement oublié. Est-ce qu'on peut en dire quelque chose de la nouvelle, un mini pitch pour pas dévoiler? Ça s'appelle Alien Nation. C'est simplement une grande épidémie, un peu comme le Covid, sauf que c'est une espèce d'ulcère perforant et aussi une invasion de crabes gluants. On ne sait pas ce qu'ils font. Donc en fait, c'est comme si Alien débarquait sur Terre, vu par les yeux d'une opératrice de saisie qui se demande bien ce qui se passe sur Twitter. Ah, voilà. Malheureusement. Ouais, malheureusement, oui. voilà. Twitter 2050. Précision, ça s'appelle Alien Nation, sa nouvelle, et la mienne s'appelle Aliénation. Alors comme quoi, soit les grands esprits se rencontrent, non parce qu'il est en deux mots, et moi il est en deux. Et comme quoi, soit les grands esprits se rencontrent, soit on a le même très mauvais humour, je ne sais pas. Mais c'était une série, Alien Nation. Je reviendrai dans la deuxième option. Ça s'appelait Futur Immédiat en France. Il y a eu un film,
futur immédiat. Ça racontait un peu le principe du film de Blomkamp, District 9. Ouais. C'était la vie avec des aliens qui vivaient parmi nous. Génial. Ouais, et là, futur immédiat, c'est de 94, je crois, ou un truc comme ça. Et il y a eu une série d'ailleurs où c'était un buddy movie entre un flic alien et un flic. C'est marrant, ça. Alien Nation, ça s'appelait en anglais. Le Buddy Movie, je l'avais vu, c'est vieux comme film, oui. Ah oui. Ouais, donc voilà. Bon, en tout cas, merci. Et Avec plaisir, Ouais. avec grand plaisir. Merci Jean, merci Catherine, Dame Merci à Catherine. Ouais, merci, écoute, à la prochaine. Hein, Ouais. On a l'habitude. Super. Bon, c'est cool. Bon, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Bah ouais. Mais t'es de Paris, toi? Oui, je suis à Paris, moi. Ah oui, c'est vrai. Et le prochain livre arrive quand? Alors, le prochain arrive en mars, avril. J'ai coécrit avec Hugo Bellacamba, et donc il sort chez Nemos Édition. Nemos, ouais. C'est un conte science-fictionnel, juridico-science-fictionnel. Ah, il y a du juridique là. Il y a il y a des grands principes juridiques. Qu'est-ce qui fait une société? Pourquoi on est en société? Pourquoi on l'est plus? Dans un monde post-apocalyptique, et c'est une jeune fille qui est éduquée par un robot qui essaie de lui réenseigner. Par contre, c'est évidemment très inspiré. Il avait fait le roman, puis il m'en a parlé, et finalement on s'est dit qu'on allait travailler ensemble l'histoire. Ouais. Avec chacun, du coup on a alterné un chapitre chacun. Ah, donc ça fait, c'est chouette ça. Une œuvre à 4 mains, donc ça sort en avril chez Mu. Et puis On va la voir après, pour West Hurlant, on l'aura. Ah bah voilà. Ouais, ça va être chouette. Ça va être chouette. Puis après, peut-être l'année prochaine, justement, toutes ces histoires sur ce psycha du futur, la pop culture. Tu vas étendre. Oui, j'en ai. Énorme, là, oui, je vais étendre beaucoup parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la pop culture. Qu'est-ce qu'elle dit sur nous? Comment nous on l'utilise aujourd'hui comme point de référence entre nous, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les autres valeurs à peu près sont toutes tombées. Qu'est-ce qui reste au fond vraiment qui nous unit? Spider-Man, Harry Potter, Alien, Et c'est un lien, quoi. C'est intéressant parce que j'ai rencontré aux Intergalactiques David Perron, qui est carrément prof en pop culture dans des écoles de commerce. À Aix-en-Provence, ouais. À Aix-en-Provence, en plus, parce que j'ai fait mes facs de droit à Aix. Avignon, tout ça. Eh ben, je veux bien éventuellement les coordonnées du gars, là. Ouais, ok, ça marche. T'es toujours sur Twitter ou t'as abandonné? Non, j'y suis plus du tout. Ouais. Plus du tout, d'accord. Bon. Ça n'a rien à voir avec Elon Musk, mais j'en suis parti avant, mais j'ai abandonné. Ouais, ok. Non, mais... Ils y sont encore, Ben oui, ils ont raison. On reste un peu, nous tant qu'il y a de la lumière, on reste. Hein. Ouais. Ils feront la fermeture, ils ont raison. C'est ça, on est sur les on est les derniers partis. Mais Bon, je veux bien que tu me... Ouais, passes ça les- marche. Je m'en occupe. Le film va pas tarder, non? Je pense qu'il va pas tarder. Donc, Viens nous chercher, c'est super. Vous faites tout impeccable. Hein. On a un côté animateur de colo. Allez-y. Allez, oui, comme tu dis. Alors là, on est dans la salle. Je vais avoir un torticolis, mais c'est pas grave, je vais en prendre plein la gueule. Et on va commencer la soirée alien. On a pu parler avec Zariel, avec Ariel Kirou, donc sans Z, et puis Jean Barret et Catherine Dufour. Je vais essayer de voir Simon Rio et Nicolas Martin tout à l'heure, mais pour l'instant, ça va être le film. Eh bien donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir à l'Arlequin pour voir Alien, le 8e passager de Ridley Scott, un film de 1979 sur grand écran, avec donc toujours cette question intéressante, c'est qui n'a jamais vu Alien dans la salle? Ah, intéressant. Chanceux. Surtout vraiment chanceuse et chanceux de le découvrir sur de grand écran, parce que le film, donc on est en 79, le film est vraiment pensé pour le grand écran. On est quelques années après le début de ce qu'on va commencer à appeler des blockbusters, après Les Dents de la Mer de Steven Spielberg.
Et donc, on ne va pas vous dire grand-chose du film avant. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu sur grand écran ? Alors, welcome back. Quand même. Non, ce qui est intéressant, c'est que donc, le film est évidemment pensé pour le grand écran. Et surtout, on est donc à la fin des années 70. C'est le début vraiment de ce qu'on appelle aujourd'hui des blockbusters, c'est-à-dire de l'industrie cinématographique du divertissement. Et vous allez voir un film qui donc s'adresse au grand public, qui est produit par des studios. C'est un film à gros budget pour l'époque. Et quand on a commencé à travailler sur cette xénographie avec Simon, moi c'est un film que j'ai vu, revu plein de fois. Et en fait, j'ai redécouvert à quel point ce film était un film radical et un film révolutionnaire. Révolutionnaire pourquoi ? Parce qu'il y a un avant et un après Alien. Avant Alien, l'espace, c'est le nouveau Far West, la nouvelle frontière. C'est-à-dire que c'est une extension de ce qu'a été le western, c'est-à-dire on va découvrir de nouveaux mondes, de nouvelles créatures, en général plutôt par des hommes blancs bien faits de leur personne, et quand la créature est verte avec un décolleté plongeant et des gros lolos, c'est encore mieux. Et là, d'un seul coup, l'espace, c'est plus du tout ça. Et en fait, Alien va littéralement changer et va être vraiment un marqueur dans la transformation de la représentation de l'espace et de la science-fiction au cinéma. On n'est plus sur de l'héroïsme, on est face à un équipage qui est un équipage de prolétaires, d'ouvriers de l'espace. On n'est pas sur une grande geste héroïque, classique, que rejoue par exemple Star Wars, qui a les qualités et les défauts qu'on lui connaît, mais qui finalement rejoue le récit habituel du héros qui va découvrir ses pouvoirs et un peu incestueux, et qui va finir par se confronter à son père, et qu'on connaît depuis l'Antiquité gréco-romaine. Là, on est vraiment sur quelque chose de radicalement différent, sur un récit de survie, avec des gens qui n'ont pas de pouvoir autre que d'être livrés à eux-mêmes face à une bête, Simon dirait une gloumoute de l'espace. Un gloumoute. Un gloumoute. Ne mégenre pas le gloumoute. C'est discuté encore, le genre de gloumoute. Et puis surtout, évidemment, une femme, pour la première fois, qui est l'héroïne, et pas l'héroïne parce qu'elle a des pouvoirs incroyables et elle va découvrir son lien à la force. Non, elle est juste plus intelligente que les autres. Et c'est pour ça qu'elle s'en sort. Et donc c'est vraiment un film, à bien des égards, assez révolutionnaire, et d'autant plus révolutionnaire que la gloumoute ou le gloumoute de l'espace, il est certes très méchant, mais la vraie toxicité dans ce film, c'est pas tant cette créature que les gens qui veulent l'utiliser et qui décident de dire que les corps de ces personnes-là sont dispensables, qu'on peut les utiliser, qu'on peut les détruire pour des intérêts supérieurs qui sont les intérêts économiques, militaro-industriels, capitalistes. On est, encore une fois, sur un film grand public. On n'est pas sur un petit roman de science-fiction politique qui va parler à une fraction congrue de lecteurs. On est face à un film qui parle à tout le monde et à toutes les personnes, même qui ne sont pas forcément amatrices de science-fiction. Donc c'est ce film-là qu'on va voir ce soir, que je vous enjoins de voir justement avec ce prisme-là, et de comprendre comment ce film a littéralement transformé le cinéma et la science-fiction. Et je ne sais pas si je vais laisser Simon parler, parce que finalement je suis pas mal arrivé. Non mais c'est bien. Merci Simon. Et donc... Non, j'abonde évidemment dans le sens de Nicolas. J'ajouterais que le premier et le plus évident des plaisirs d'Alien, du 8e passager, c'est bien d'être un sacré foutu film de cinéma. Tu rappelais qu'il est de 1979, c'est-à-dire à un moment où, et c'est pas du tout pour vous servir le discours un peu rance de « le cinéma, ça se vit au cinéma », c'est pas du tout ça que je veux vous dire. Mais c'est vrai. Non, c'est pas du tout ça que je veux vous dire, mais le film néanmoins existe, est pensé, mis en scène, produit à une époque où le seul lieu de découverte du cinéma, c'est la salle. Donc c'est une grammaire qui est pensée pour un grand écran et très littéralement une salle obscure. C'est très intéressant de le redécouvrir aujourd'hui et de l'appréhender à cette aune, et ça permet de voir non seulement combien Ridley Scott a été, et pour certains est encore, un grand génie en termes de mise en scène, et moi si j'avais peut-être juste une porte d'entrée, une clé à partager, mais c'est pas révolutionnaire ce que je vais dire, mais c'est toujours intéressant de retrouver le film en le regardant de cette manière-là. On fait toujours, vous savez, on nous pose souvent la question du champ et du hors-champ. Il y aurait une horreur qui choisit de montrer les choses, de les mettre plein cadre, soit parce que le maquillage il a coûté cher et qu'on veut en avoir pour son argent, soit parce que tout simplement on est dans une logique de choc, ou alors travailler le hors-champ.
l'horreur, ce qui serait le plus terrifiant, le plus évocateur justement, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est laisser travailler l'imagination du spectateur ou du lecteur. Et ben, Ridley Scott va faire quelque chose d'un petit peu différent, parce que vous allez le voir, l'alien est bien présent à l'image, il existe, on aura sûrement l'occasion d'en reparler après le film, néanmoins, à la fois par le découpage des plans, par leur composition, et aussi leur montage, la manière dont ils sont agencés dans le récit, l'alien est une créature à la physicalité impossible, et c'est une des grandes réussites cinématographiques du film, et aussi une de ses grandes sources de terreur. Voilà. Et peut-être qu'avant de vous ennuyer vraiment, on peut peut-être faire quelque chose de rigolo avec vous. Moi j'adore l'humour. Moi aussi, ça me fait beaucoup rire. Et donc, puisque vous êtes là, Et surtout, vous allez donc assister à la première projection d'Alien, commentée en direct par Nicolas et moi-même. non, Entièrement bruité à la bouche. En mimodrame, devant l'écran. Merci beaucoup. Excellente projection, à tout à l'heure. Voilà, c'était donc Alien, le 8e passager, sur grand écran. Ceux qui l'ont pas vu, un petit mot, c'était comment de découvrir Alien sur grand écran? Un pouce en l'air? Un pouce en l'air. Je vais faire je vais Plusieurs pouces en l'air. Plusieurs pouces en l'air. Je vais permettre une petite question à celles sans qui rien ne serait possible. Et je vais même faire un truc fou, je vais demander d'applaudir incroyablement ma maman qui est venue ce soir et qui découvre Alien à 87 ans. Alors Madame Martin, c'était comment? C'était comment? Ça t'a plu ou ça t'a fait très très peur? Il y avait des choses extrêmement drôles et personne ne riait. Écoutez, ce qu'on peut faire maintenant, plutôt que de faire notre numéro de claquette, nous avons dans la salle, Ariel il est parti je crois, il y a Catherine Dufour qui est ici, que je vous demande d'applaudir, qui est ici nouvelle dans l'anthologie. Il y a Jean Barret qui est ici, qui est là-bas. Il y a Benoît Basirico qui est signé un superbe papier sur la musique du film. Et il y a Élise Thiebaud qui est ici, qui a signé un très beau papier sur la partie féministe d'Alien. Et Laurent Attelin qui doit être là encore. Oui. Il est où, Laurent? Et il est là, qui a signé un très beau papier sur la musique. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, des témoignages, on échange, on vous donne le micro. Que voulez-vous que nous vous disions? Allez, je donne au fond. Je me demandais comment ont été faits les effets spéciaux, le vaisseau en fait, parce qu'on y croit grave encore aujourd'hui. Alors il y a un papier qui traite spécifiquement de cette question dans le livre, qui a été écrit, qui est une interview de Gilles Penseau, qui est un bien estimé, un estimable et estimé confrère journaliste cinéma, et qui traite spécifiquement de ça, parce que Alien a été assez important à plein de niveaux, et notamment dans la réflexion, la manière de comment utiliser les effets spéciaux en général. Pour ce qui est du vaisseau, c'est essentiellement du modèle réduit en fait. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est que je vais pas aller beaucoup plus loin parce que Gilles en parle bien mieux que moi et avec force détail, et je voudrais pas surtout retranscrire avec quelques imprécisions ce qu'il a écrit dans le bouquin. Mais en gros, c'est l'éternel débat qu'il y a depuis quelques années entre le numérique et les effets matériels, concrets, pratiques. Ce qui est très très frappant, c'est que le vaisseau, il a une importance, les vaisseaux, ils ont une matérialité qu'on n'a pas toujours, pas systématiquement, avec des effets spéciaux numériques quand ils sont, on va dire, produits très très rapidement par des gros studios hollywoodiens, comme on le voit depuis quelques années. Et oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça tient extrêmement bien le coup. Ouais. Et alors le vaisseau, c'est des maquettes, ensuite c'est des couloirs en studio pour la plupart, il y en a beaucoup moins que ce qu'on imagine, ça c'est le montage et le truc assez classique. Non, ce qui est intéressant dans l'interview de Gilles, il y a plein de petits trucs, par exemple quand il rentre dans le grand vaisseau Alien et qu'il trouve ce Space Jockey, donc c'est une espèce
cadavres. Les cosmonautes sont des enfants parce que la maquette n'était pas à l'échelle. Et donc on a mis des enfants pour donner l'impression que le truc était vraiment beaucoup, beaucoup plus grand. Et le truc certainement le plus intéressant en fait dans les effets spéciaux, surtout du premier, c'est la question de la créature. Parce que vous voyez bien que la créature, à part dans le plan final et encore, on ne la voit quasiment jamais en entier. On ne sait pas exactement comment elle est construite, quelle est sa physionomie. Et ça vient du fait que Ridley Scott ne voulait surtout pas de voir un être humain dans un costume. Et donc il a cherché à faire en sorte qu'on ne voit pas justement un gloumout de l'espace comme ça. Il voulait justement que cette créature, elle échappe à notre rationalité, qu'elle soit vraiment le plus différent et le plus difficilement appréhensible possible. Et pour ça, il fait une première chose, c'est qu'il demande, d'ailleurs c'était une question difficile, le nom de la personne qui joue Alien. Balaji Badejo. Exactement, qui est un Éthiopien de 2,10 m, très très grand, très fin. Mais même avec ça, il voit quand même quelqu'un dans un costume en latex. Et donc c'est pour ça qu'il va décider de ne jamais filmer la créature en plan large et d'être toujours très très près. Vous la voyez, il y a ce plan magnifique. La première fois, on la voit vraiment juste avant la mort de Parker, et où elle se balance dans les cordes, et on ne sait pas si c'est la créature vraiment, quand on n'a pas vu le film, ou si c'est le vaisseau qui est comme ça. Et donc ça va complètement transformer sa manière de filmer la créature, et donc de générer de l'angoisse à partir non pas que du hors-champ, mais en tout cas vraiment de ces très gros plans. On voit la mâchoire qui sort, etc., mais on ne comprend jamais tout à fait comment la créature est faite. Et ça, c'est vraiment justement parce qu'il n'y avait pas de numérique et que Ridley Scott ne voulait surtout pas que ça ressemble à un gloumout de l'espace classique. Il court extrêmement vite. Très très impressionnant. Petite foulée comme ça. Du coup, si Ridley Scott ne voulait pas montrer la créature, pourquoi on la voit autant en image de synthèse dans Alien Covenant ? Alors, vous allez lui demander, hein, ça... Non, c'est pas tant qu'il ne voulait pas montrer la créature qu'il ne voulait surtout pas montrer un bonhomme, un être humain dans un costume en fait. Il s'était pas tellement dit, elle doit absolument être absente à l'image, mais voilà, je veux pas que les gens aient l'impression de voir un type dans une combinaison en latex. Et c'est aussi la raison pour laquelle, justement, comme le rappelait Nicolas, le montage va vraiment éclater la géographie de l'alien. Est-ce qu'on voit une main? Est-ce qu'on voit une patte? Est-ce que ce sont des tentacules? Est-ce que ce sont des épines dorsales? Est-ce vraiment une tête? Au début, lorsqu'on voit le film pour la première fois, c'est pas évident de se faire une représentation très précise de la physionomie de la créature. C'est surtout ça. Et alors après, moi, juste rapidement, pourquoi est-ce qu'on le voit autant dans Covenant, mais pourquoi est-ce qu'on voit aussi, en général, le bestiaire et les bébêtes autant de manière aussi crue également dans Prometheus? Je pense que c'est parce qu'il y a un vrai rapport, on va dire, à la transgression, et qui n'est pas loin du doigt d'honneur, mais que moi je trouve très intéressant dans les deux derniers films, on va dire, canoniques de la saga, parce que justement, ce sont des films alors qui se déroulent dans l'univers d'Alien, où il est bien question du xénomorphe, mais le xénomorphe n'est plus du tout le centre des questions de Scott. Il s'est déplacé, et le cœur palpitant de ces deux films-là, c'est la figure de David, qui est interprété par Michael Fassbender, qui est un androïde, et qui est finalement la seule entité, la seule forme d'existence qui intéresse Scott dans ces deux films. C'est la seule qui va questionner, et du coup, l'alien devient presque un motif plus que le sujet, et donc ça n'est plus cette forme d'altérité radicale presque un peu sacrée qu'il peut y avoir dans les aliens précédents, et c'est pour ça que pour moi ça devient un accessoire, et je pense qu'il se pose plus la problématique de comment le filmer. Là où en revanche la figure de David est mise en scène et travaillée de manière, je pense, très fine et assez intéressante. Et j'aperçois une question, enfin plusieurs questions. Oui, je voulais dire, ce qui m'a intéressé, c'est le xénomorphe, pardon. C'est pas Alien, c'est Zemmour, c'est pas la même chose. Oui, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire justement que cette créature, Alien, c'est une figure du mal. Parce que H, à un moment, donc le scientifique qui veut absolument donc ramener cette créature sur Terre pour qu'on l'examine au détriment des vies humaines, c'est exactement aussi ce qui se passe dans notre univers aujourd'hui, c'est-à-dire la science d'abord, au détriment de la vie des êtres. Et moi, je l'ai vu aussi comme, évidemment, je ne sais pas si c'est la même quête que celle de Spielberg quand tous ces films concernent tout de même le nazisme, parce qu'il m'a semblé qu'à un moment, vraiment, H, qui veut dire cendre quand même, c'était la figure d'un nazi qui, en effet,
trouver que la liberté, il admire cette créature parce qu'elle est libre, et elle est libre de quoi? De toute morale. Et donc, il y a une portée tout à fait, pas seulement intéressante par rapport à des monstres, des aliens, etc., mais il y a une portée morale, éthique, et avec laquelle nous pouvons lire aujourd'hui notre monde. Absolument, je pense que Nicolas aura grand plaisir, parce qu'il commençait déjà à en parler un petit peu avant la séance, mais effectivement, le mal, le monstre véritable dans Alien, c'est la compagnie. C'est la compagnie, et c'est une organisation du monde capitalistique qui considère qu'elle peut disposer des corps et des âmes selon son bon vouloir. D'ailleurs, comment commence le récit? Par des travailleurs qui sont réveillés par une machine, qui ne disposent même pas de leur propre corps, de leur propre capacité à tout simplement être conscients, être éveillés ou non. Et donc oui, si H est à ce point admiratif de l'alien, c'est parce qu'il est littéralement, lui, un produit manufacturé par cette société capitaliste, dont on peut comprendre dans la réplique qu'il dit qu'il a sans doute lui-même des limites, des codes, des programmes qui l'empêcheraient d'agir de certaines manières. Et d'ailleurs, quand il va attaquer Ripley, manifestement, ça le fait quand même sévèrement déconner. Et donc oui, bien sûr, il y a une vraie réflexion ou mise en perspective éthique et morale sur un monde dans lequel les corps qui sont détruits, les humains qui sont détruits, ce sont les corps des travailleurs, des gens qui bossent tout simplement, et qui ne valent strictement rien pour une corporation capitalistique, et dont je dirais même la science n'est que le faux-nez. Parce que H, on ne peut pas dire qu'il a un comportement de scientifique, et on peut faire le pari que la Weyland-Yutani, elle est surtout intéressée à l'idée d'amasser les billets verts grâce à ce que pourrait faire l'alien, plus qu'à l'idée de la recherche fondamentale. Alors, moi je voulais revenir sur la notion de féminisme dans Alien. En quoi le film est féministe, mis à part le fait qu'elle soit la super-héroïne, l'héroïne, pardon, et qu'elle défie les codes qui lui sont imposés. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que ça va plus loin que ça? Et surtout, est-ce que ça a eu un réel impact? Et est-ce que c'est pas un effet de mode des années fin 70, comme Jamie Lee Curtis dans Halloween, par exemple? Est-ce que ça a continué derrière? Oui, comme rôle modèle, c'était quand même une des premières grandes égéries féministes, je trouve. Et surtout, il y a une opposition entre Lambert, qui est la femme à l'ancienne, qui Queen, et Ripley, qui est la première femme à prendre vraiment les choses en main. Et pour moi, ça a été fondateur. Élise, qui a écrit un papier sur la question de féminisme dans Alien. C'est difficile de répondre rapidement. Ce qui est frappant dans Alien, c'est la manière dont ça sort en 79, dont ça restitue tous les débats, par exemple, autour de la contraception et de la conception. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la femme personnage principal redevient maîtresse des choses par rapport à une mother machine. Et c'est là où il y a quelque chose de féministe, dans le débat aussi autour de la procréation, plus que de la figure du rôle modèle, bien que aussi c'est la première qui intervient. Voilà ce que je pourrais dire rapidement. Oui, parce qu'on se souvient pas, mais moi je me rappelle de cette époque, enfin dans tous les films, les personnages féminins, elles queenaient et elles se cassaient leurs talons hauts et après leur bâton de rouge à lèvres. Enfin je veux dire, Ripley c'était un ovni, quoi. Et puis pour répondre, on va vous donner la parole, mais sans Ripley, il n'y a pas Sarah Connor. C'est aussi le début de ces héroïnes de films d'action et qui supplantent le rôle des hommes et qui, une fois de plus, ne sont pas... Ripley va devenir héroïque, c'est-à-dire au sens propre du terme, dans le deuxième, parce que là, elle va devenir l'équivalent de la bête et elle va devenir cette femme machine qui détruit la reine, ou en tout cas qui peut se confronter à la reine. Mais dans le premier, une fois de plus, elle n'a pas de super pouvoir, elle n'a rien, elle est juste plus maligne et plus intelligente que les autres. Et c'est la seule qui prend toutes les bonnes décisions qui lui permettent de s'en sortir, quoi. Peut-être se pose aussi la question de comment le film la caractérise. La comparaison avec Laurie Strode dans Halloween était justement un peu éclairante, parce que Laurie Strode, c'est un personnage féminin super classique qui a envie d'avoir un petit copain, qui rigole avec ses copines et qui est caractérisé comme personnage féminin selon, on va dire, la tradition hollywoodienne. Il n'y a pas grand-chose qui change, et elle survit parce qu'elle est un peu plus maligne que ses co-religionnaires, mais c'est un personnage finalement assez classique. Or, ce qu'on voit, c'est que Ripley, elle n'est pas déterminée par un affect amoureux, elle n'est pas déterminée
par la maternité, elle n'est pas déterminée en gros par les grands traits un peu caricaturaux du cinéma hollywoodien qui le précède. Donc c'est ça qui crée en fait une différence. Alors après, que ça ait pu donner, on va dire, plein de naissance à d'autres clichés, d'autres stéréotypes, une certaine idée de la femme forte ou femme puissante, voilà, sans doute, mais dans ce film-là, ça n'est certainement pas une super-héroïne, c'est une super compétente, ce qui est vachement différent. Sachant qu'au départ, dans le scénario, et ça c'était très nouveau pour l'époque, il n'était pas genré, ce personnage-là. Il a été écrit sans division de genre, ce qui n'arrive que depuis, je sais pas, 6, 7, 8 ans maintenant, dans certaines séries et encore. Donc, il y a aussi le fait qu'elle n'est pas caractérisée comme l'étaient à l'époque, à Hollywood, les personnages féminins, puisqu'au départ, il a été écrit comme un personnage masculin, même, je crois, au tout départ. Oui, tout à fait. On apprend son prénom que dans le deuxième, d'ailleurs, elle s'appelle avec là, parce que ça a encore d'autres prénoms. Comment va Ridley Scott? Vous l'avez rencontré récemment? Je vous embrasse. On lui a dit vraiment gros bisous. Alain? Non. Il y a Alain, quelque part ici. Pierre? Il en revient un peu, Paul. Et a priori, s'il est fidèle à lui-même, il doit être de mauvaise humeur. Oui, pourquoi? Non, je dis ça en plaisantant parce on est passé de Ripley à Ridley. Sur le féminisme. Moi j'ai trouvé choquant la dernière scène où elle se déshabille. Finalement, on dit que c'est féministe, mais encore une fois, on voit une femme à l'écran en petite culotte et voilà. Et bien moi, je ne suis pourtant pas une jeune fille de 30 ans, et mes copines de 30 ans, elles sont ils sont tous en vieux quand ils se réveillent. Mais moi, ça m'a choqué par exemple. On revient à ce stéréotype où on voit une femme nue, enfin, à moitié habillée. Alors j'entends bien, moi ce que je trouve intéressant dans cette scène justement, c'est que effectivement elle est dénudée, mais exactement comme tous hommes et femmes sont dénudés au début lorsqu'ils se réveillent, lorsqu'ils sortent de l'hypersommeil, mais il me semble que la caméra ne la regarde pas d'une manière particulièrement sexualisée. Moi c'est pas ce qui me frappe, je trouve que la caméra est très neutre. Oui, mais sauf que là vous êtes en train de la filmer dans un petit KGB avec une combinaison, c'est quasiment impossible de la montrer mettant cet habit, et surtout qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là? Elle est filmée en contre-plongée, ce qui la rend forcément plus forte et plus puissante, là où l'alien, lui, qui est justement, et vous le disiez très bien tout à l'heure, qui est une machine, qui est un pur concept, lui est filmé à hauteur de manière très froide. Et je pense que c'est plus une manière, là pour le coup, à la toute fin, de l'héroïser un peu, plus que de l'érotiser. Mais, et puis surtout, cette scène-là, elle a une fonction narrative, qui est qu'à un moment donné, elle est totalement vulnérable, c'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout protégée, et que son corps est exposé parce que son corps peut être immédiatement détruit. Et donc c'est cette vulnérabilité-là qui est présentée et qui fait monter le danger et la tension parce qu'on se dit qu'elle est extrêmement fragile et qu'elle peut être complètement déchirée par la bête. Elle a besoin d'ailleurs de remettre un costume pour se protéger. Et c'est ce sentiment de vulnérabilité, où je suis d'accord avec Simon, qui à mon avis prévaut plus qu'un regard un peu libidineux de réalisateur masculin que je n'ai moi pas le sentiment de voir particulièrement, mais ça peut se discuter si vous le souhaitez. Hein. Moi, je n'ai pas l'impression de le voir, ou en fait, de voir ce type de signifiant sur cette scène-là. Bonsoir. Moi, je veux dire, c'est la première fois que je vois ce film à l'écran. Je l'ai vu à la télé en Angleterre en 84. Franchement, waouh. Après, j'aurais une petite question. Dans le docu sur le Dune de Jodorowsky, on dit qu'une partie de l'équipe a été récupérée par Ridley Scott pour ce 8e passager. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est tout à fait le cas. Il y avait des questions par là. J'arrive. C'est tout à fait le cas. En fait, Alien, c'est l'une des premières filiations de ce film qui n'a pas existé. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Jodorowsky a un projet complètement pharaonique et mégalomaniaque d'adaptation de Dune avec Orson Welles, Mick Jagger, avec une bande son des Pink Floyd. Enfin, il y a un documentaire là-dessus qui retrace cette histoire particulièrement bien. Le film ne peut pas se faire, mais c'est là que Dan O'Bannon, qui travaille à l'adaptation, rencontre Giger, qui lui était censé dessiner toute la partie des Harkonnen.
Et Dan O'Bannon, après ce film-là, va faire avec John Carpenter un film qui s'appelle Dark Star, duquel il va ressortir assez frustré. Et quand Ridley Scott cherche justement quelqu'un pour dessiner le Gloomood de l'espace, c'est Dan O'Bannon qui dit mais attends, Giger c'est absolument passionnant, il lui donne les Necronomicon, et c'est là où Scott dit c'est avec lui que je veux travailler. Et donc c'est l'une des nombreuses suites, ou en tout cas deuxième vie de ce projet pharaonique qui n'a jamais eu lieu, mais qui a pourtant essaimé une grande partie du cinéma et de l'imaginaire de science-fiction des années 80. Oui, bonsoir, moi je voudrais juste dire un mot sur H, enfin plutôt savoir votre avis sur le fait que du coup il saigne en blanc, et à un moment donné on le voit boire un verre de lait. Est-ce qu'il y a une raison pour ça particulière? Vu la symbolique qu'il y a autour de ce personnage et de ce qu'il peut représenter de masculinité plus que toxique, là pour le coup prédatrice et destructrice, ça a quand même un petit côté liqueur séminale qui est assez évident. Mais Simon adore le mot séminal, c'est un de ses mots préférés, avec choucroute. Oui, bonjour. Je me demandais, quand Ripley se bat avec H, en fait, je la vois saigner du nez, donc je me demandais, en fait, pourquoi elle saignait du nez, du coup. Alors, en toute honnêteté, je ne saurais... du nez avant, ouais. Elle saigne du nez avant le combat, en sortant de Mother, mais parce qu'il se cogne un peu sur la gueule dans la salle de Mother, et je pense que c'est... Oui, je pense que c'est ce qui sert de prétexte au fait qu'elle saigne du nez, et je pense que tout d'un coup ça crée une espèce d'opposition évidente, c'est-à-dire si jamais on avait un doute et si on se disait mais pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce truc blanc, c'est une manière de nous dire le sang d'Ash, c'est ça. Je pense que ça crée une opposition et un parallèle qui du coup sont beaucoup plus limpides. Ça met aussi en lumière homme-femme, le sang des règles et le sang et le sperme en face. Moi, je voulais juste revenir sur la scène de la mort de Lambert, parce que pour le coup, je trouve qu'elle est quand même assez explicite, assez sexuelle. Enfin, il y a la queue de l'alien qui arrive entre ses jambes. Et je me souviens que Giger, c'était aussi un dessinateur qui faisait des trucs assez érotico-chelou, on va dire. Oui, il y a de ça. Voilà. Et par ailleurs, je voulais juste que vous me confirmiez que Giger, moi j'avais eu des échos sur le fait qu'il était politiquement pas très clair, mais je sais pas si vous en savez plus là-dessus. Enfin, plutôt d'extrême droite, quoi. Moi j'avais entendu des trucs là-dessus. Alors je vais vous dire un truc, en toute sincérité, je connais absolument pas le positionnement politique de Giger. Okay. Je vous avoue que voilà, je voudrais pas vous dire de bêtises, surtout, mais je n'en sais rien. Ok, peut-être juste en tout cas cette scène avec Lambert, est-ce que c'est... Oui, alors si vous regardez le Necronomicon de Giger, on voit les cannelures de Luke Alien, dès qu'un alien est quelque part, il sécrète autour de lui son cocon avec des cannelures. Et bien si vous regardez le Necronomicon de Giger, ces cannelures sont toutes des bites. Ce sont des phallus, deux phallus, et après un vagin denté et un phallus. Donc en fait, Giger, son univers, en tout cas celui du Necronomicon, c'est que des bites et des vagins dentés. Je ne sais pas si ça fait de lui quelqu'un d'extrême droite, par contre. Ouais, c'est rigolo parce que pareil, quand j'ai vu le Necronomicon et les travaux de Giger, je n'avais pas réalisé à tel point, parce que c'est aussi filmé dans l'obscurité pour les raisons dont on parlait tout à l'heure, du fait de ne pas vouloir montrer et mettre en lumière le monstre, à quel point tous ces monstres sont évidemment hyper sexualisés. Même le facehugger, en fait, on le voit pas très bien parce que là on a l'impression que c'est une huître un peu ou des organes à l'intérieur. En fait, si vous voyez les dessins, le facehugger c'est vraiment un vagin avec un pénis qui sort pour féconder la personne, et c'est vraiment très très clairement. Et même le facehugger de Giger, il a des ongles pointus. Donc c'est voilà, c'est évidemment hyper. Et puis enfin, on peut parler de la tête de l'alien, mais faut-il vraiment en parler? Moi, j'avais juste une question concernant la possibilité d'un 5e volet de la saga Alien. Est-ce que vous pensez que ça peut encore se faire aujourd'hui? Ah mais c'est... Alors si par 5e vous entendez le film de Neil Blomkamp, non, ça n'aura pas lieu, a priori. En revanche, il y a bien un 5e qui est dans les tuyaux, qui doit être réalisé par Fede Alvarez, et dont le casting est en cours. Et il y a également une série produite par Disney+, qui est actuellement en cours de tournage encore, je crois. Non, Disney+. C'est Disney, puisque Disney a racheté la Fox, et c'est le catalogue de la Fox, donc c'est bien, c'est sur Disney+. Une série qui devrait même se passer sur Terre. On a vraiment très peu envie de voir la franchise se faire massacrer.
Bonsoir. Est-ce que le chat est complice ou est-ce que c'est une victime? Le chat est coupable, forcément coupable. Toujours. Question, y a-t-il encore une ou deux questions? Est-ce que vous voulez qu'on aille boire des coups? Alors, ma réponse n'est pas du tout, ma question n'est pas du tout orientée, même si j'ai un peu soif. J'aurais une première question, c'est concernant tout d'abord le bouquin. Pourquoi avoir choisi Alien? Et une deuxième question concernant le film. Est-ce que H est considéré comme, dans ces questions, dans ce thème d'intrusion, est-ce que H se rendit comme étant aussi lui comme étant le 8e passager? Alors, tout simplement, à la base, c'est pas nous qui avons choisi Alien, c'est notre éditeur qui est venu nous chercher. On se connaissait déjà depuis un moment, et qui est venu nous dire, mais moi j'aimerais bien vous entendre ou vous lire sur Alien. Initialement, on lui a dit, mais il y a déjà quantité de bouquins extrêmement bien faits sur la genèse de la saga, sur les coulisses de production des films. On se sent pas d'en faire un énième avec la dernière photo de coulisses qui n'avait pas été trouvée ou une dernière interview dans laquelle on apprendrait une dernière anecdote. On s'est dit, voilà, c'est pas ça qu'on veut faire. Mais en revanche, en commençant à en parler, on a commencé à se dire qu'un ouvrage collectif qui reviendrait sur le leg de la saga, sur ce que ces films ont fait de nous, sur ce qui nous a passionnés, sidérés, étonnés ou choqués dans ces films, et comment ça nous a transformés, et comment ça inspire des réflexions et d'autres créations, ça nous intéressait beaucoup. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réunir une sacrée jolie troupe, parce que au total, on est 33, si je dis pas de bêtises, on est 33 contributeurs sur ce livre, sur cet ouvrage. Et donc voilà, c'est plutôt comme ça que ça s'est fait. On s'est dit, on veut pas faire un énième dossier Wikipédia avec une jolie couverture cartonnée pour Noël, mais plutôt un livre qui soit de réflexion et aussi un peu d'introspection parfois, d'angles un peu nouveaux ou un peu rares sur toute cette saga qu'on avait vraiment envie de réexplorer. Et quant à savoir si H est le 8e passager, je t'avoue que je n'y avais pas réfléchi, j'aime beaucoup l'idée. Mais pour répondre à la question sur Alien, c'est un film qui nous a beaucoup marqué. Moi, c'est certainement l'un des films que j'ai vu le plus de fois et que j'ai vu à chaque fois que les supports vidéo changeaient en DVD, en Blu-ray, etc. C'est un film qui m'a beaucoup habité. Et l'idée, c'est effectivement de faire un panorama de contributeurs qui ne soient pas que issus du milieu de la SF, mais qui nous montrent à quel point c'est une mythologie contemporaine, créée totalement par le cinéma. Les monstres du cinéma avant, c'est des monstres de littérature, Dracula, le loup-garou, etc. Même les zombies viennent d'une certaine forme de littérature populaire, des morts qui ressortent du tombeau. Alien est vraiment créé par le cinéma, et tout le monde sait ce que c'est qu'Alien. C'est même passé dans le langage courant, hein. On dit avoir un alien dans le ventre, notamment pour les femmes qui sont enceintes. C'est intéressant de dire à quel point ça nous a traumatisés. Et tout le monde connaît Alien, je veux dire quasiment tout le monde. Ma chère maman qui est ici, par exemple, maman, si je te dis Predator, tu connais ou pas? Quoi? Predator. Voilà. Donc ça marche. Perdu. C'est raté, parce que je n'arrête pas de dire à maman en disant elle ne connaît pas Predator, elle connaît Alien, mais en fait elle connaît Predator. Mais ma maman a des secrets bien cachés encore. Il me reste à découvrir. Mais voilà, et donc l'idée c'est d'avoir cette espèce de patchwork, de panorama mental un peu de ce que des raisons pour lesquelles cette mythologie contemporaine continue à vivre et pourquoi elle nous a marqué à ce point-là. Et on a voulu, et grâce à Catherine ou à Jean, continuer à la faire vivre. On a un très joli poème en alexandrin de Chloé Delhomme pour ouvrir, pour montrer que cet univers il continue à nous habiter, qu'on continue nous à l'habiter, qu'on peut continuer à l'habiter dans des nouvelles, dans des fictions originales. Et voilà, c'était ça l'ambition de ce livre. Et bien, si vous voulez, une dernière question, et ensuite on va vas-y. Très rapide. Déjà, merci beaucoup. C'était un énorme plaisir de voir ce film pour la première fois sur grand écran. Je voulais juste savoir, d'un point de vue très personnel à vous, quelle est la suite de la saga que vous préférez? Alors moi, je préfère personnellement Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2. Alien 2. Moi, à titre personnel, je les aime vraiment tous à peu près dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est vraiment le premier de loin mon préféré. J'aime beaucoup Aliens, j'aime beaucoup Alien 3 de Fincher, j'aime pas mal Alien Resurrection. Prometheus c'est plus compliqué, mais j'ai une petite tendresse pour Alien Covenant. Voilà. C'est quand même une attrition un peu. Et Simon préfère Prometheus. Non, en fait, c'est pas vrai. Enfin, non, mon préféré, c'est Alien versus Predator Requiem. Il faut commencer la saga par celui-là. Eh ben, écoute, rappelle-toi qu'il y a une scène de shuriken géant
ou de sashimi humain, c'est comme on veut, dans AVP Requiem, qui est remarquable. Non, moi c'est clairement le Aliens de James Cameron qui demeure ma suite préférée, de très loin. Je trouve assez fascinante en termes de mise en scène. Oui, voilà, en termes de pure mise en scène, mais aussi de narration, le film est incroyablement bien écrit. Le film illustre à merveille un truc que James Cameron est à peu près le seul à réussir à faire sans provoquer d'AVC, c'est le triple climax. Il y a plein de films dans lesquels il y a un climax, des fois il y en a un deuxième qui arrive juste après, lui il en met 3. Et voilà, moi c'est un film que j'adore, quand bien même le premier reste indépassable à bien des endroits. Et puis voilà, et non, oui, moi effectivement je fais partie des gens qui ne boudent pas leur plaisir devant Prometheus et Covenant, ou qui tout simplement, enfin oui, voilà. Voilà, il vient de nous traiter de peine à jouir. Merci, c'est très gentil. Moi, je suis comme Catherine, je préfère le deuxième. Et juste une petite chose pour montrer à quel point Alien nous parle d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. On a envoyé dans l'espace une fusée qui s'appelle Psyché pour aller explorer cet astéroïde qui se trouve entre Mars et Jupiter, si je ne me trompe pas, pour voir s'il n'y a pas des métaux rares que l'on pourrait exploiter. Merci Elon Musk. Il y a quand même quelque chose. Alien est en train d'arriver, je ne sais pas sur quelle créature ils vont tomber, mais l'espace continue d'être exploré par des prédateurs capitalistes. Waouh. Et un dernier mot, et puis on peut continuer de manière informelle cette conversation au bar de l'Arlequin. Je tiens à signaler et vraiment profiter de la magnifique exposition des dessins originaux et des tirages de mon camarade Zariel, à qui on doit beaucoup pour ce livre, qui a fait vraiment des illustrations magnifiques et qui font absolument complètement et totalement l'identité de ce bouquin. On a la chance d'avoir des originaux et certains dessins qu'il a fait même exprès pour cette expo, donc profitez-en parce que c'est vraiment du super beau boulot. Voilà. Et j'en profite pour remercier Simon et Nicolas de nous avoir tous embarqués récemment. Ship will detonate in T-minus 10 minutes. The option to override automatic detonation expires in T-minus... Galaxy Pop, la culture jusqu'au bout des ondes. Vous connaissez Sarah Connor ?